Bien, bonjour chers amis, je vous accueille dans ce numéro 131 de nos webinaires, qui est vous me direz, je le fais à chaque fois, mais qui est encore un webinaire un peu particulier, qui est consacré donc à un aspect très technique de notre métier, à savoir le choix des architectures applicatives. Mais à côté de ça, un aspect beaucoup plus psychologique, presque schizophrénique, de comportement des chefs de projet lorsqu'ils effectuent ce choix donc des architectures. En fait, en gros, s'il fallait résumer ce webinaire en quelques mots, on dirait le choix d'une architecture applicative est quelque chose de très complexe, très, très délicat, mais que la plupart du temps, ces choix se font sur des critères qui n'ont rien à voir. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais donc pas appliquer la langue de bois aujourd'hui et je vais dire ce que je crois être la réalité, à savoir des comportements, pas seulement des chefs de projet, mais également donc des responsables, des patrons d'entreprise et également donc des fournisseurs qui peut-être ont un rôle un tout petit peu trop structurant de mon point de vue. Donc vous voyez deux aspects, donc un aspect très technique et un aspect donc tout à fait différent. Vous voyez donc une espèce de dichotomie entre ces deux mondes-là. Bien. Alors, je vous propose donc d'attaquer ce sujet. Alors, euh, nous allons bien sûr. Déjà, je voudrais donner un petit avertissement. Je viens de parler de langue de bois, mais pour une fois, je vais quand même aller un peu plus loin, parce que souvent les chefs de projet n'ont pas la possibilité, je ne dis pas le courage, mais n'ont pas nécessairement la possibilité de dire ce qu'ils pensent être la réalité. Ils sont souvent, on va dire, la cible de pression qui peuvent venir d'un peu partout, surtout par des gens incompétents, qui modifient un petit peu leur façon donc de fonctionner, parce qu'après tout, ils font une carrière aussi, hein, et donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça que je voudrais donc montrer aujourd'hui, et je vais appeler un chat un chat. Alors, je sais très bien que parmi vous, il y a donc des chefs de projet, il y a des responsables, il y a des gens qui viennent donc de chez les utilisateurs. Bon, surtout ne prenez pas ça au premier degré, hein. Je ne dis pas que tous les chefs de projet et tous les utilisateurs sont des abrutis. C'est pas vrai du tout. Au contraire, au contraire. On va appeler les choses, à mon avis, telles qu'elles sont, hein. D'abord parce que c'est le résultat de l'expérience que j'ai pu acquérir ou celle des personnes avec qui nous travaillons, hein. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, hein, je vous ouvre les colonnes donc de Le Marçon et exprimez-vous. Nous le faisons en tout cas sincèrement et honnêtement, et je pense que ça, de la discussion, donc de la dualité donc des points de vue, peut naître une certaine donc vérité. Alors on va regarder d'abord ce que c'est qu'une architecture applicative, hein. L'idée étant qu'en général, les chefs de projet ont un petit peu donc le défaut de vouloir faire compliqué quand ils peuvent faire simple, étant donné que c'est vrai que la recherche de la simplicité n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. On va cadrer donc les architectures applicatives dans leur contexte, on va dire, matériel, qui n'est plus du tout celui qu'on a connu il y a un certain nombre d'années, hein. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui, hein. On va regarder les vrais besoins et alors le labyrinthe des solutions. Alors actuellement, on ne les a pas comptés, mais il y a plusieurs centaines d'architectures différentes. Si on mélange ce que je vais donc expliquer, à savoir si on mélange les modèles d'architecture avec les API et les frameworks qui sont associés à ces API, c'est-à-dire la manière de mettre en œuvre donc ces API. Alors, on englobe les deux dans un même chapeau que celui des architectures, hein, et c'est pour ça qu'il y en a donc aujourd'hui donc énormément. Alors,
La deuxième partie, donc après avoir regardé donc différentes architectures, je vais vous en présenter 16 qui sont parmi les plus connues. Hein. On ne va pas toutes les présenter, bien évidemment, mais essayez un petit peu de regarder de quoi il s'agit et je dirai ce que je pense, en tout cas, de certaines d'entre elles, lorsque c'est bien et aussi surtout lorsque c'est mauvais, de mon point de vue, bien évidemment. Alors, les chefs de projet, je vous l'ai dit, ont souvent une manière de faire des choix. Je vous ai dit qu'elle était un peu bizarre par moment. Hein. Alors, je vais vous donner 10 contextes. 10 contextes de choix. Hein. Et alors, moi, je parlerai donc d'architecture coup de foudre, là, allez voir ce que c'est. L'architecture donc du consultant. L'architecture dans le vent, celle du fournisseur. Alors bien sûr, je vais prendre le client-serveur. Donc là, on est plutôt dans le monde de Microsoft, puisque le client-serveur est très lié donc à Windows. Hein. Une architecture dynamique à base de bus. Et donc, en faisant la différence entre... Là, par contre, un vrai choix technique. Hein. Je ne dis pas que tous ces choix-là sont ridicules, c'est pas ça. Mais certains d'entre eux sont quand même un peu bizarres. Donc, architecture dynamique. Et nous allons faire les différences entre ce qu'on va appeler une orchestration et une chorégraphie. Hein, dans l'usage ou non d'ailleurs d'un bus, hein, d'intermédiation technique. On va parler de l'architecture de confiance qui est de plus en plus nécessaire aujourd'hui parce que nous pensons que la recherche de la vérité va être l'un des grands obstacles, l'un des grands enjeux des années qui sont devant nous. Et cette recherche de vérité, eh bien, elle impacte évidemment sur la manière de concevoir les applications et de concevoir donc une architecture. On parlera d'architecture robuste et puis l'architecture qui vient d'en haut, celle du chef. Alors, si c'est le très chef, je prétends qu'en général, il n'y connaît rien, mais je n'engage que moi en disant ça. Hein. S'il est très chef, mais il se mêle de ce qui ne le concerne pas, et donc ça a souvent donc des conséquences, et je donnerai, sans langue de bois encore une fois, donc le point de vue, hein, chose que j'ai connue, hein, que je connais encore maintenant, par exemple, celui d'IBM et le comportement d'IBM. Alors, je vais peut-être avoir des procès de la part d'IBM, mais je ne dis que la vérité de toute façon, donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et puis, on parlera de ce qui est mon point de vue et l'architecture que l'on repousse d'un geste méprisant, qui est celui donc des architectures monolithiques. Un client, une base de données, une application portée par un serveur. Voilà. Très simple. Mais c'est pas très valorisant pour le chef de projet. Donc on y va, mais on y va à reculons, ou en se disant oui, mais ça c'est une architecture de mon grand-père. Non, si ça marche bien, et surtout aujourd'hui avec la capacité des réseaux et la redondance des réseaux et leur bande passante, on est capable donc, on va dire, d'implémenter des architectures centralisées, monolithiques, qui marchent très bien. Mais bon. On verra ce qu'il en est. Donc voilà. Alors je vous rappelle qu'une chose quand même étonnante, hein, c'est que d'après le Standish Group, qui sait de quoi il parle, hein, 80% des projets informatiques n'aboutissent pas dans les conditions prévues à l'origine. C'est-à-dire, techniquement, les temps de réponse, le nombre d'usagers connectables, les coûts, est-ce qu'on a dépassé les coûts? Alors je ne dis pas que les applications ne marchent pas, c'est pas ça, hein. Mais on n'est pas exactement dans les purs telles qu'elles avaient été donc imaginées au départ, et souvent ça vient d'un choix d'architecture qui n'a pas été parfait. Hein, voilà. Et donc 83%, et à mon avis, il faut quand même réfléchir à ce chiffre qui est quand même très important. Alors, une architecture donc applicative, donc c'est un ensemble de modèles, hein, et de techniques que les directions informatiques vont utiliser, les développeurs, hein, pour concevoir et fabriquer des applications. Bon, ça peut être très complexe, ça peut être beaucoup plus simple, hein, et ça précise l'architecture, la manière dont tous ces éléments-là vont communiquer entre eux. Hein, les serveurs avec les bases de données, le client, comment il s'exprime, est-ce qu'entre le serveur et lui, il y a un proxy ou pas? Vous voyez, tout ça,
Et ça constitue une architecture. Voilà. C'est ce que j'ai un petit peu représenté donc sur le schéma que vous avez devant vous, hein, avec en haut les utilisateurs qui peuvent être internes, mais également des connexions avec d'autres applicatifs qui ne font pas partie de l'entreprise. Et comme nous travaillons maintenant en mode cloud de plus en plus, eh bien, c'est le genre, on va dire, de contexte qui va se produire donc de plus souvent. Les portails d'accès, on pourrait appeler ça, on va dire, l'infrastructure d'accès, et puis tout ce qui est traitement et tout ce qui concerne les données et l'intégration. Alors là, vraiment, c'est à la louche, hein. C'est quelque chose de très, très global, avec des préoccupations transversales, mais qui font partie de l'architecture applicative, à savoir la sécurité, la supervision, hein, supervision transversale. On ne va pas superviser un composant uniquement, on va superviser donc l'ensemble, et également donc tout ceci étant fondé sur des infrastructures qui sont des infrastructures de cloud locales, voire des applications maintenant, des architectures qui sont à cheval entre des serveurs de cloud et puis du local, ce qu'on appelle donc des architectures donc hybrides. Alors, j'insiste sur un point qui me paraît essentiel, qui est celui donc de ne pas confondre, enfin, disons, de bien voir ce que l'on met dans une architecture applicative. Alors, on vient de dire que c'est un ensemble on va dire, de recommandations qui permettent d'organiser les différents composants et éléments constitutifs du point de vue applicatif de l'application, mais souvent on les confond avec donc les API. Parce que, pourquoi? Parce qu'après tout, un problème posé existe. Par exemple, on veut donc une architecture avec un serveur et puis un proxy devant. Bon, de manière à ne pas attaquer donc directement le serveur. Ça, on va dire, c'est une sorte de cahier des charges. Alors, il y a donc on va dire des propositions, on va dire des modèles qui permettent, je dirais presque des patterns, vous savez, donc des patterns qui permettent de mettre en œuvre ces architectures qui sont vraiment très génériques. Mais il y a également toutes sortes de gens, de communautés de développeurs, et je pense entre autres à l'open source, qui ont développé leur propre, on va dire, leur propre framework, le framework correspondant finalement à l'architecture vue d'un point de vue global, avec les composants donc développés pour mettre en œuvre ce framework. Donc au fond, c'est un peu la même chose, sauf que dans le premier cas, on est assez générique dans la définition de ce qu'est une architecture applicative, alors que dans le deuxième, on est peut-être dans une définition générique, mais on a une mise en œuvre qui est quand même très particulière. Et il est possible que le framework, qui correspond donc, on va dire, à la technique de mise en œuvre des composants, eh bien, soit un peu différente de celle disons, de la définition architecturale donc générique. C'est pourquoi moi, je me suis toujours opposé à ce qu'on aille réinventer l'eau chaude. Je vais donner un exemple. Une entreprise de mes clients avait donc un certain nombre de succursales et on a développé, cette entreprise a développé donc une architecture de type MVC. MVC, modèle vue contrôleur. Donc, bien. C'est une architecture qui est hyper connue. Mais vraiment, tout le monde l'utilise. Eh bien non, il a fallu quand même qu'il y ait un chef de projet dans un coin qui aille développer son propre framework de MVC avec ses propres composants. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah, il me dit, c'était intéressant techniquement. Alors voilà quelque chose. Ben, autant on peut reprocher, disons, à nos hiérarchies de se mêler de ce qui ne les regarde pas, mais on peut aussi dire que par moment, nous, chefs de projet, nous répondons à des impératifs techniques pour nous faire plaisir. Or ça, il ne faut pas le faire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a énormément, on va dire, d'architecture applicative donc différentes. Hein. Encore une fois, je répète, entre la définition générique et la définition d'un framework qui normalement fait la même chose, mis en œuvre avec un certain nombre de composants développés. Et aujourd'hui, en MVC, vous avez 50 frameworks différents.
Alors, le choisir le bon là-dedans, ce qui est sûr, c'est, en tout cas, ce que nous recommandons, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude, hein, ça sert à rien. Le chef de projet, quand même, j'ai dit, il est quand même très seul, hein. Quand il doit faire un choix à un moment donné, les utilisateurs lui ont dit voilà ce dont j'ai besoin, hein. Bon, s'il est honnête, la plupart sont honnêtes, hein, euh, là, il va quand même essayer d'écouter un peu et de faire un peu le meilleur, enfin, la chose la plus efficace pour le problème donné. Mais alors, il doit subir on va dire des pressions qui viennent de partout, hein. Alors ici, j'en ai mis un certain nombre qui sont, vous l'avez bien vu, hein, c'est simplement pour illustrer d'une manière un petit peu amusante, hein. Pour le client-serveur, ça n'a jamais marché. Laisse faire les GAFAM, au moins ils connaissent leur travail. Choisis l'open source, ça fonctionne pas, mais au moins tu es libre. Enfin, bon, tout ça, c'est pas vrai, évidemment, hein. Mais ce sont donc, on va dire, des recommandations qui arrivent donc par derrière. Et moi, ce que je regrette, hein, c'est que malheureusement, il est un peu seul. Et c'est quand même lui qui fait des choix. Et le choix qu'il doit faire est extrêmement structurant. Et c'est pour ça que je vous ai donné, donc je vais vous donner donc les 10 comportements un peu curieux qui existent, hein. Je trouve ça quand même un tout petit peu donc anormal donc, de répondre à des considérations qui ne sont normalement pas correctes. Bon, alors voilà donc on va dire un schéma global, hein, un schéma global donc d'architecture applicative. Alors ça, vous le connaissez donc par cœur, hein. On voit ici la partie gauche avec donc le poste client, qui peut être un mobile, qui peut être aussi un navigateur web, etc. On voit ici donc le réseau, mais là, c'est pas tellement mon propos donc aujourd'hui. On voit donc alors, au milieu, vous voyez ici tous les aspects, on va dire tous les aspects importants qui existent dans les applications, avec les méthodes de sollicitation des serveurs. Là aussi, vous trouvez toutes sortes de protocoles, hein. REST, c'est pas la même chose que GraphQL vous voyez, ou que le mode plus connu, on va dire RPC ou les WebSockets qui sont extrêmement connus également. Donc ça, c'est la façon de solliciter donc les serveurs. Et là, vous avez donc tous les éléments avec alors soit des applications monolithiques, soit des microservices. Alors juste un mot sur les microservices. Euh, Qu'est-ce qui nous prend de vouloir à tout prix se précipiter sur ces architectures-là? Comme si, alors c'est compliqué, hein, microservices et d'une manière générale les services, hein, c'est pas simple à mettre en œuvre. Alors que des fois, on pourrait se contenter de solutions qui sont beaucoup plus simples. Là, vous les retrouvez donc au milieu avec tous les aspects de communication, des API de communication, de géolocalisation, etc., etc. Et puis sur la droite, toute la partie qui concerne les données. Alors, vous voyez, donc, les bases de données NoSQL, les bases de données relationnelles, bien entendu, qui n'ont rien à voir, tout ceci constituant, on va dire, une espèce de modèle, mais global encore que les architectures applicatives, cette fois-ci, hein. C'est vraiment tout ce que l'on va pouvoir trouver dans la question donc, qui est posée. Alors, pourquoi pourquoi finalement faire simple quand on pourrait faire compliqué? Alors ça, moi je constate une chose, c'est que les applications que l'on me demande de monter maintenant sont de plus en plus complexes, ça c'est sûr. La faute, si on peut parler de faute, et celle, on va dire, des technologies, on a tellement fait des progrès ahurissants depuis quelques années que alors, maintenant, on est capable de faire des choses complètement folles, hein. Et la tendance, hein, je vous disais tout à fait au départ, des chefs de projet, c'est quand même de vouloir monter des usines à gaz, hein. Donc des systèmes qui sont les seuls à comprendre et surtout qui seront les seuls à pouvoir maintenir dans le temps. Rendez-vous compte, il y a quelques années, on utilisait, enfin, certains chefs de projet ont utilisé les spécifications en termes d'API du browser ou du navigateur Internet. Et entre autres, de versions qui étaient des versions anciennes. Si on prend l'exemple d'Internet Explorer, bon,
qui a précédé donc Edge chez Microsoft, on a développé, certains chefs de projet ont développé des applications en utilisant les internes d'un navigateur Internet bien particulier. C'était il y a 15 ans. Je prends, mettons, IE6. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on continue, parce qu'on n'ose pas tout casser, on continue de faire la maintenance de ces applications qui utilisent, à tort, à mon avis, des spécificités d'un produit qui a pour, on va dire, pour vocation, donc, d'évoluer. Alors, c'est vrai pour les navigateurs Internet, mais c'est vrai également pour les bases de données et d'autres aspects comme ça. Alors, moi, je crois que ce qu'il faut faire comprendre à nos chefs de projet, enfin j'essaye, c'est ce que j'essaye, mais ils ne m'écoutent jamais, euh, il faut faire comprendre que vraiment la recherche, il faut rechercher la simplicité. Alors j'ai repris la phrase donc d'Antoine de Rivarol qui disait il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité, c'est la modestie. Et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. Et c'est ça notre difficulté, c'est de rechercher la simplicité, quelque chose qui est compréhensible par tout le monde, mais simplement aujourd'hui, également donc demain. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, malheureusement? Bon, regardons donc le labyrinthe des solutions. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs centaines donc d'architectures et je vous en ai retenu un petit, certaines, hein, que j'ai regroupées par paquet de 4. Alors, on ne va pas le détailler, donc tout ça, parce que je pense que vous les connaissez bien, mais simplement pour faire un petit peu on va dire l'inventaire hein, de ce qu'il y a de plus connu. Alors, il y en a certaines là-dedans que je déteste profondément, et puis d'autres qui me paraissent plus intéressantes. Alors, les architectures monolithiques, tant méprisées par les chefs de projet, moi, ça me semble tout à fait encore crédible aujourd'hui. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et qu'à un moment donné, j'ai dû mettre en place une application, l'application dans le monde pétrolier, qui me paraissait vraiment dédiée au centralisé. Une base de données centrale, très bien, pas évidente d'ailleurs à construire, bon, mais quand même, un traitement central et puis des clients avec des terminaux. Bon. Mais moi-même, j'ai subi donc des pressions. Et on m'a dit, mais attendez, mais vous retardez, mon cher ami, vous retardez. Maintenant, nous avons des mini-ordinateurs, on a des PC qui sont très puissants. Donc, il faut mettre un certain nombre de mini-ordinateurs dans les régions qui vont faire une partie du travail. On va synchroniser tout ça et tout ira très bien. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'ai pas eu mon mot à dire. Ce qui fait que j'ai été embarqué à mon corps défendant sur une architecture qui s'est avérée d'une complexité redoutable. Et je maintiens aujourd'hui, alors maintenant j'ai la possibilité de dire non, mais à l'époque je ne pouvais pas. Et donc c'est quand même embêtant. Alors cette architecture monolithique, hein, bien connue avec l'interface utilisateur, la logique métier et puis l'accès aux données, eh bien il n'y a aucune honte à aller vers elle. Hein. Alors le monde client-serveur, c'est donc Microsoft. Mais là j'y reviendrai un peu plus tard, un peu plus loin plutôt. Et donc pour évoquer donc cette période quand même assez incroyable dans laquelle on s'est dit donc suite à des pressions ou non d'ailleurs, hein, puisqu'on a un PC, il a de la mémoire, il a un processeur qui apparemment il a l'air de bien marcher, eh bien il a encore embarqué une partie donc du code sur ce poste de travail. Comme ça va soulager donc les serveurs. Soulager les serveurs. Est-ce qu'aujourd'hui on a véritablement pour préoccupation de vouloir soulager les serveurs? Je ne crois pas. Hein, les serveurs sont hyper puissants. En plus, on peut les organiser donc en cluster. On peut faire beaucoup de choses d'un point de vue architecture matérielle cette fois-ci, et de même que les réseaux. Ce qui veut dire que ça n'a pas beaucoup de sens. Et en plus, cette architecture, elle s'est avérée totalement impossible à maîtriser et donc à administrer. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'applications qui fonctionnent donc comme ça, et je pense que ça a été une énorme erreur de casting. Mais bon, c'est comme ça.
Les architectures orientées services, là c'est pareil, je vais y revenir parce que ce qu'on appelle les architectures donc SOA, je pense que ça a été sous les recommandations cette fois-ci donc du Gartner, hein, donc consultant extrêmement connu, ouais, je dis les noms, beaucoup de clients se sont embarqués là-dedans. Alors que, mais sur des critères qui avaient été donc énoncés eux-mêmes par le Gartner, en particulier sur la définition de ce qu'était donc un service dans une architecture SO1, eh bien, c'était des choses qui étaient très difficiles donc à obtenir. Et je vais donc y revenir un petit peu plus loin, parce que ça a coûté des milliards aux utilisateurs qui ont malheureusement, voilà, on leur a imposé cette architecture-là. Architecture proxy. Proxy, c'est pas uniquement une architecture de type Internet, mais bon, c'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent donc sur Internet. On n'attaque pas directement les serveurs pour des questions de fiabilité, de protection, de sécurité, peut-être aussi d'ailleurs de performance, puisqu'on peut mettre des systèmes de répartition de charges, hein, le load balancer entre les serveurs et les utilisateurs. Bon, on peut mettre des systèmes de cache, donc vous voyez, ça touche aussi bien les performances que ça touche la sécurité. C'est le fait de placer entre les deux, on va dire entre les serveurs et puis le poste de travail, un intermédiaire, on appelle ça des architectures de proxy. Et c'est vrai que cela, par contre, ça peut être une excellente solution, hein, je dis, voilà, très utilisée donc aujourd'hui. D'autres architectures, des architectures à n niveaux, à n tiers. Ça aussi, c'est intéressant. Alors ça, c'est un point de vue plutôt, on va dire, du côté des utilisateurs. L'idée, c'est de décomposer finalement l'architecture applicative, on va dire en niveaux. Alors vous pouvez avoir le niveau client, le niveau présentation, le niveau différents niveaux donc de business et d'application. Il y en avoir 5, 10, 15 niveaux. Et puis vous avez également le niveau accès aux données. Et puis la définition donc des données, et puis l'accès aux données, et puis les serveurs donc de données. Donc l'idée, c'est ce qui est représenté donc ici, c'est de décomposer votre architecture applicative en niveaux. Chacun de ces niveaux étant capable de discuter avec un autre. Bon. Les architectures orchestration. Orchestration, je l'ai mise pourquoi? Parce que je voulais faire la distinction entre ce qu'on appellera donc une architecture orchestrée par rapport à une architecture donc différente. J'y viens donc dans un instant. Dans une architecture chorégraphiée, hein, dans une architecture donc orchestration, on a un client, on a donc des services, des serveurs quelque part, on peut y accéder en effectuant un certain nombre de traitements. Mais plutôt que d'embarquer dans les composants que je développe la totalité des finalités, on va dire des fonctionnalités de ces traitements, par exemple l'accès aux données, la recherche, la sécurité, l'identification, plutôt que le développer et de le mettre dans mon composant, eh bien je fais confiance à une bibliothèque de composants qui existe déjà et qui fait partie de ce qu'on va appeler un orchestrateur. Et donc c'est typiquement le fonctionnement par bus. Un bus, c'est quoi? C'est un ensemble de composants et qui est mis à la disposition du développeur qui vont faire un certain nombre de choses qu'il n'aura donc pas à développer lui-même dans son composant. Vous voyez? Or, si vous voulez vraiment le développer, à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on va appeler une architecture, on va dire, chorégraphiée. Et cette fois, s'il y a des chorégraphiés, ça veut dire qu'on la développe de A à Z, que l'on choisit donc les bibliothèques API pour le faire, et il va falloir qu'on se coltine le travail de mise à jour après. Voyez. Alors que dans un système d'orchestration, on dit, voilà, j'utilise un bus, et puis il se débrouille. S'il y a des mises à jour à faire, il se débrouille, c'est son affaire. Ça paraît quand même beaucoup plus logique, hein, de mon point de vue, en tout cas. Bon, l'architecture maître-esclave, là aussi, c'en est une qui est extrêmement utilisée aujourd'hui, mais qui est relativement simple, qui peut être exploitée dans des conditions tout à fait opérationnelles actuellement, avec des mécanismes de réplication. Les architectures de micro-kernels, de micro-noyaux, là, c'est le fait d'utiliser un système d'exploitation pour assurer un certain nombre d'intermédiations techniques.
Sauf que là, le micro-noyau, c'est un noyau qui est réduit à sa plus simple expression. Enfin, c'est un système d'exploitation, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait trouver dans Linux, dans Unix ou dans Windows. Hein, c'est vraiment un minimum minimorum. Mais c'est ce micro-noyau à qui on peut confier donc un travail d'intermédiation entre les applications, les utilisateurs et les différents composants donc de l'application. Ça, c'est extrêmement intéressant, sauf que la difficulté peut-être sera de choisir la meilleure solution en termes donc de micro-noyaux. On appelle ça aussi l'architecture donc de plugin. L'architecture de type publish and subscribe, ben ça c'est l'utilisation typique, encore une fois, on va dire d'un orchestrateur. Je suis le client, je soumets une demande, c'est typiquement un mécanisme de type asynchrone. Donc je soumets une demande qui rentre dans une file d'attente quelque part, hein, donc mettons dans un bus, et le serveur à qui est confié la tâche du traitement, eh bien, il va scruter la file d'attente en disant, est-ce qu'il y a du travail pour moi? Donc, je publie une demande, hein, ou je souscris par une demande et je publie donc un résultat. Et lorsque le résultat est disponible, hop, je vais le chercher. Et on dit bien que c'est une opération parfaitement asynchrone parce que la publication et la souscription sont des opérations qui sont désynchronisées. Donc, on est dans un mécanisme asynchrone. Les architectures de type EDA, là, le E, c'est pour event, c'est-à-dire architecture donc, sur des événements. Dans un système d'information, vous avez toujours, dans une application, vous avez toujours un grand nombre d'événements qui peuvent se produire. Des événements externes, des événements internes, des événements comportementaux du client ou du serveur. Eh bien, on peut très bien imaginer une architecture qui soit fondée là-dessus. Ça s'appelle les EDA et qui met en œuvre donc un bus d'événements qu'on prend en charge un par un, vous voyez, qui rentre dans une espèce de pipeline, hein, d'événements, et toute l'architecture est donc basée là-dessus. Et ça, pour des systèmes temps réel, par exemple, c'est tout à fait remarquable. Le modèle MVC, c'est le modèle vue contrôleur, donc qui est hyper connu. Euh, depuis maintenant au moins donc 20 ans, hein, où on distingue bien la partie modèle qui est la partie métier, la vue qui est la restitution en général de type HTML au client. Vous voyez, donc le MV et le C, c'est le client. Bon, ça c'est extrêmement utilisé. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas aller développer des choses nouvelles avec ça parce qu'il y a vraiment pléthore de solutions qui existent, y compris d'ailleurs dans le monde open source. Et la plus connue, que vous connaissez bien entendu, c'est Struts. Donc, modèle donc qui a été exploité. L'architecture de type BFF. Alors BFF, c'est quoi? C'est donc back-end for front-end. En fait, ça revient à construire une architecture dans laquelle vous avez un certain nombre de back-end, donc d'applications, on va dire, centrales, hein, qui sont dédiées à un type de client bien précis. Et le BFF, c'est en fait la couche intermédiaire que vous voyez donc ici, donc, que vous voyez aussi en vert, la couche intermédiaire qui est une espèce de routage entre le client et le bon back-end. Et donc c'est toujours une sorte de, pas de déviation, mais on va dire de déclinaison en fait d'architectures qui sont donc très connues avec une spécialisation on va dire des back-end en fonction donc du client mobile, etc. Ça c'est architecture donc BFF. Et puis je terminerai avec architecture mesh. Là c'est une couche d'infrastructure qui gère la communication entre tous les services que vous trouvez donc sur votre serveur. Alors, bien entendu, ce sont des choses que vous trouvez dans d'autres architectures, c'est vrai. Mais là, quand on parle de mesh architecture, c'est vraiment un système qui est une espèce de boîte noire avec un certain nombre de services dedans et toutes les communications entre ces services-là, et donc sont assurées par cette architecture dite mesh. L'architecture polyglotte, là, c'est le fait que
c'est quelque chose qui est très particulier pour les microservices. Et ce sont donc des architectures dans lesquelles chaque microservice peut être construit avec une pile technique différente, ouais, technique complètement différente. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des architectures donc polyglottes. Architecture de sharding, ça veut dire là, c'est une espèce, c'est encore une fois donc du back-end un peu particulier dans lequel on va dire les ressources du serveur, l'application du serveur, sont découpées en fonction de critères. Alors ici, on a représenté les utilisateurs dont le nom commence par A jusqu'à G. Vous voyez, on découpe. Alors, ce qu'on sait faire d'ailleurs très bien avec les données, hein, les architectures comme ça. Et bien, on fait la même chose. On peut donc faire on va dire des back-ends spécialisés, non plus pour une technologie donc mobile ou autre, mais en fonction d'un autre critère, donc une famille d'utilisateurs, les comptables, les gens qui s'occupent des stocks, etc. Vous voyez, architecture donc de type sharding. Et enfin, une architecture, alors là, c'est plus tout à fait une architecture, ce qu'on appelle le DDD, donc le Domain Driven Design. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que toute l'application est construite uniquement sur des critères qui sont des critères utilisateurs. Uniquement. Voyez, bon, vous me direz, il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, ça me paraît très bien, hein, ça me paraît très bien, mais confier une architecture comme ça à un chef de projet qui est, on va dire, classique ou traditionnel, qui est très technique, ça me paraît dangereux. Et à mon sens, il faut l'associer, cette architecture-là, on va dire, à des méthodes de développement et de gestion de projet de type Scrum, qui justement confient la responsabilité donc du développement du projet à des utilisateurs, hein, et non pas donc à des chefs de projet classiques. Alors, moi, je crois que les deux vont tout à fait ensemble. Parce qu'encore une fois, l'objectif que nous avons, bah, c'est toujours le même, hein. C'est faire plaisir à l'utilisateur. Sinon, on a beau monter les usines à gaz les plus magnifiques, je veux dire, ça servira à rien. Bon, vous voyez, quelques architectures parmi, alors, il y en a au moins 300 ou 400 donc, qui existent actuellement. Alors maintenant qu'on a vu l'aspect technique, hein, il y a plein d'aspects techniques là-dedans, que j'ai un peu survolé, bien entendu, on va voir quelles sont les méthodes que certains chefs de projet vont utiliser pour faire des choix. Alors le premier, c'est l'architecture coup de foudre. Alors, vous avez dû connaître ça, hein. Le chef de projet, il est rentré chez lui pour le week-end, et puis il a été regardé sur Internet, il voit un machin nouveau, il dit c'est super, il monte ça sur un truc d'essai, et hop, le lundi matin, il dit, allez, la vérité dorénavant, c'est ça. C'est donc ce que j'appelle donc le coup de foudre. Alors, en général, ces chefs de projet sont tout seuls, hein, et ils ont un a priori, donc on va dire positif pour une architecture, mais c'est un travail qui est unique, un travail qui est vraiment solitaire. Ils n'entendent, à mon sens, hein, pas raison, et ils ne voient que les bons côtés des choses. En un week-end, on peut difficilement bon week-end, fin de semaine, pardon pour mes amis québécois. Et donc, ils ne voient donc que les bons côtés. En plus, très souvent, ils ne préviennent même pas la hiérarchie. Et même pas leur partenaire qui, on va dire, potentiellement serait impactable. Ouais, ils ont trouvé un machin, un algorithme qui s'appelle ZY_43X. Il faut absolument donc partir là-dessus. Alors, moi, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que les effets peuvent être négatifs et n'apparaître éventuellement que tardivement. Hein. C'est très vrai pour les API et les langages et les patterns, mais c'est vrai également donc, pour les architectures. Et donc se faire plaisir techniquement n'est pas une stratégie, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais c'est une faute professionnelle. Parce que c'est très dangereux pour le reste des équipes du TI. Alors, on a également l'architecture, ce que j'appelle l'architecture donc d'avenir. Alors ça, pas d'avenir, de souvenir, pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de chefs de projet qui ont des souvenirs quand ils étaient à l'université. On leur a appris
bien sûr, non pas le langage C, mais le langage Pascal, mais ils sont tous venus après au langage C, qui est en fait une déclinaison donc de Pascal. On leur a appris un certain nombre de choses, et pour des raisons qui sont des raisons de nostalgie, le temps qui passe, etc. Ils ont envie toujours de reproduire ce sur quoi ils avaient été formés dans le passé. Alors, vous avez le chef de projet qui vous dit, voilà, j'ai fait un binôme avec Magali pour le projet de fin d'études, ça a été génial. Et alors depuis, il reproduit le projet avec Magali. Je ne suis pas certain que reproduire ce qui a déjà fonctionné ou ce sur quoi on a été formé est la meilleure donc des solutions. Mais c'est un fait. Nostalgie, on peut dire aussi un peu paresse d'apprendre autre chose, ou voire aussi appartenance à une communauté technique, hein, telle que l'open source. Alors, encore une fois, l'objectif n'est pas d'exploiter une technologie donc, qui est connue, mais d'utiliser celle qui est la plus pertinente. Et c'est là la difficulté. C'est qu'il faut oublier, mettre un peu de côté ce que l'on sait pour essayer de s'ouvrir les armoires et les têtes de manière à choisir la solution qui semblera la plus pertinente. Hein. Alors ça, c'est plus difficile de se comporter comme ça. Et les patrons informatiques et de TI, doivent exercer leurs prérogatives, s'ils en ont le pouvoir, ce n'est pas toujours le cas. Voyez, donc, et aussi d'avoir les compétences. Ça, j'y reviendrai dans un instant. Donc, ce fameux souvenir, on reproduit donc tout ce qui existe et qu'on a déjà mis en œuvre. Bon. L'architecture du consultant. Alors ça, j'ai pris l'exemple du Gartner. Alors, j'ai rien contre le Gartner, hein, mais le Gartner, il y a quelques années, avait préconisé donc une architecture qu'il avait appelée donc SOA, architecture donc orientée donc service. Et dans le cadre de SOA, qui sur le principe c'est pas du tout idiot, hein, avait donc défini ce qu'étaient les services. Et le service était un service métier. Dans une SOA, on parlait de service métier, avec un certain nombre de critères, par exemple, une granularité élevée. Mais qui disait granularité élevée, ça veut dire risque de difficulté de maintenance après. Parce que c'est vrai. Donc ça a été un obstacle. Il fallait que ces services soient sans état. Ah bah oui, bravo. Il fallait qu'ils soient génériques. Mais comment voulez-vous imaginer un service aujourd'hui qui sera encore valable dans 5 ans, dans un contexte économique et technique qu'on ne connaît pas? À mon sens, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et il fallait que ces services soient réutilisables. Mais non, la plupart des services n'ont pas été réutilisés. Ce qui fait que pour un même problème fonctionnel, métier donné, on a eu de 20, 30, 40 interprétations différentes et implémentations donc différentes. Et cette architecture-là a été, de mon point de vue bien entendu, une catastrophe. Voilà, donc une catastrophe, mais souvent d'ailleurs imposée donc plutôt par les hiérarchies. Vous voyez, plutôt que par les gens, le directeur général, le président, qui, comme ils n'y connaissent rien, ben on peut leur montrer les choses d'une manière très, très, très positive, et ensuite ils viennent vous voir en vous disant voilà ce qu'il faut faire. Donc je crois que l'architecture du consultant, elle est à proscrire, et cet exemple-là, à mon avis, est très significatif. Et vous savez, on parle des réussites, parce qu'il y en a eu quand même, pour pas non plus exagérer, mais on parle rarement des échecs. Je pense que ça a représenté des milliards donc d'euros ou de dollars qui ont été donc perdus. Ce que j'appelle l'architecture, on va dire, de tendance. Alors ça, c'est le problème des carrières. On fait un choix d'architecture, enfin le chef de projet fait un choix d'architecture, mais malheureusement, il ne sait pas la différence qu'il y a entre un ordinateur et une machine à laver. Alors, il fait sa carrière, alors il est là pendant 3 ans, hein, il va nous casser les pieds pendant 3 ans à faire des réunions auxquelles il ne comprend pas, il ne comprend rien, et mais il est tendance. Alors, il écoute, il lit la presse,
Et il regarde la télévision éventuellement. Vous voyez, il est sur Internet et il se fait donc une opinion. Mais moi, je dis que c'est une tendance de mode. Il véhicule une tendance de mode. C'est pour ça que j'ai mis ici, je suis un fashion designer, parce que c'est ça. Et donc, il a aucune idée des impacts que ça peut avoir parce que il ne connaît pas le fond des choses. Alors, ça, c'est le lot des très grandes entreprises, avec des dirigeants qui doivent faire un tour à la fabrication, un tour à l'informatique, et un tour au développement pendant 2 ou 3 ans. Il faut absolument qu'ils montrent qu'ils sont passés par là. Voilà. Et donc, ils ont tendance à vouloir imposer donc des choses qui ne sont pas cohérentes. Oui, et ça, on a souffert énormément. Alors, c'est souvent aussi une question d'école ou d'appartenance à une école. Ça, c'est particulièrement vrai donc en France, hein, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Il faut mettre le TI, j'arrête pas de le répéter depuis 131 webinars, le TI est un métier de technicien. En gros, hein, le montage des TI, la maintenance, la supervision, le fonctionnement, c'est un métier de spécialiste. On ne va pas demander à un cantonnier d'aller s'occuper du forage en mer du Nord. C'est pas la même chose. Hein. Il faut quand même comprendre. Malheureusement, l'informatique, c'est un petit peu un paillasson. De temps en temps, vous avez des gens qui arrivent, qui débarquent. Fashion designer qui débarquent et qui font n'importe quoi. Et par contre, ce n'importe quoi, nous, eh bien, il faut qu'on le supporte pendant des années. Je vous avais prévenu, je n'utilise pas la langue de bois donc aujourd'hui. Mais pas de procès, s'il vous plaît. Hein, donc. L'architecture du fournisseur, vous avez dit que j'allais y revenir. Alors typiquement, donc c'était celle du client-serveur. Hein. À l'époque, donc, où ça avait donc démarré, c'était dans les années 90, hein, les utilisateurs ont été très fortement incités à aller vers ce genre donc d'architecture. Mais ça a donné lieu à ce que on voit ici, donc avec des clients et des applications complètement perdus, des applications qui étaient impossibles à maintenir. Et, alors je ne dis pas que Bill Gates a été à l'origine de tout ça, je suis convaincu, mais bien souvent, c'était presque une obligation. On a des machines puissantes, c'est ce qu'a dit Microsoft, donc vous devez implémenter dessus des choses. Ben non. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, puisque maintenant, le poste de travail, c'est devenu un terminal web, un terminal HTML, point, c'est tout. Avec un petit peu de JavaScript dedans, quelques API locales, mais qui vont pas très très loin. Donc, et c'est ça. Et le reste, eh bien, est porté justement par les architectures, nos serveurs ou les intermédiaires entre les serveurs et nos clients. Donc ça a été mais alors, une aberration absolue. Et malheureusement, beaucoup de chefs de projet ont été influencés et sont partis là-dessus. Mais celui qui a gagné de l'argent, ben, c'est quand même Bill Gates. Hein. Enfin, Bill Gates et des sociétés de services. Bon, bien. Les architectures dynamiques maintenant. Là, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus crédible. Une architecture dynamique, là, c'est l'usage d'un bus applicatif. Alors, monter une application avec un bus applicatif, en mode orchestration, hein, je veux dire, on a évacué donc la chorégraphie, développer une application de type orchestration, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Hein, parce que il y a un grand nombre d'architectures hein, sur les bus, la manière de les utiliser, la manière de les mettre en œuvre, si on n'utilise pas on va dire un contexte de mesh, c'est quand même pas facile du tout. Alors il faut y aller quand même avec prudence. Hein. Alors je crois que effectivement c'est très séduisant. On ne développe qu'une seule fois un composant qui pourra être réutilisé par toutes les applications après. Hein. Alors, sauf que c'est complexe. Hein. L'illustration qui est ici, je l'ai mis, c'est compliqué. Hein. La maintenance, bonjour les dégâts. Du point de vue sécurité, ça peut être quelque chose quand même d'assez inquiétant. Bon.
c'est quelque chose sur lequel on ira. C'est un choix vraiment technique, là. Et donc, le choix d'une architecture dynamique, le passage par un bus applicatif en mode orchestration nécessite de la compétence, de la persévérance, de l'expérience. Et puis, il faut vraiment savoir où on va. Mais par rapport à une architecture chorégraphiée, c'est quand même un gros avantage, puisqu'on n'a pas à développer le central que vous trouvez, donc, enfin, les services que vous trouvez dans votre bus. Bon, c'est un choix qui, techniquement, à mon avis, est parmi les plus intéressants, mais qui est assez difficile donc à maintenir sur le long terme. Heureusement, vous avez, en particulier dans le monde open source, vous avez des solutions qui existent, qui sont des solutions tout à fait pertinentes, hein, qui fonctionnent très très bien. Et donc voilà. Mais globalement, ce n'est quand même pas simple. Alors, les architectures de confiance, on disait tout à l'heure que, vous commencez que euh, l'une des contraintes, l'un des, on va dire, des obstacles que nous allons avoir donc dans les années à venir, c'est l'utilisation, enfin c'est la recherche de la vérité. Alors c'est pas uniquement pour les monnaies cryptographiques, hein. Je dirais que plus globalement, dans un contexte de blockchain, la blockchain donc étant largement fondée hein, sur le partage d'une vérité. Mais qui dit partage d'une vérité, eh bien, ça peut se faire de différentes manières. Et dans une architecture de blockchain, par exemple, on pourra avoir, c'est le cas d'ailleurs de certaines monnaies cryptographiques, on pourra tous les participants à l'architecture ont tous le même code à développer. Et si quelqu'un modifie quelque chose quelque part, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. On va donc violer la vérité de l'ensemble. On va essayer de trouver des solutions qui vont permettre de maintenir cette vérité, d'abord de la trouver et de la maintenir dans le temps. Une architecture, la plupart des architectures donc, de monnaie cryptographique utilisent des techniques donc, qui sont justement, d'abord, on confie à une machine, à une personne, à un chef de projet ou à un ensemble de chefs de projet le soin de développer quelque chose qui sera le consensus. Vous voyez, ou alors on fait du minage comme on le fait, mettons, avec le Bitcoin. Donc, dans un consensus, on détermine la manière de mettre à jour la vérité dans chez chacun donc des participants. Ça, c'est quelque chose sur lequel bon, se lancer là-dedans, c'est un choix d'architecture applicative hein, qui implique donc on va dire des architectures de type décentralisé, par opposition à réparti. On n'est pas ici en train de dire je prends un bout de code, je le mets là, un bout de code, je le mets ici, un bout de code, je le mets là. Non, on n'est pas dans la répartition. On est dans, on va dire, dans le même code, hein, donc va être exploité, traité par l'ensemble donc des participants. Alors ça, ce type d'application pose quand même des problèmes. Des gros problèmes, encore, enfin moins qu'une architecture répartie, mais quand même. Et ça, quand on se lance dans une architecture applicative comme ça, il faut savoir où on met les pieds, parce que c'est quelque chose de délicat, de très délicat même, et il faut y aller avec beaucoup donc de prudence. Alors vous me direz, oui, mais la blockchain, on n'en voit pas. Non, c'est vrai. Pour l'instant, des blockchains, il y en a relativement peu, mais moi, je suis convaincu que les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent, eh bien, on va retrouver presque systématiquement ce besoin de recherche de vérité. Et largement combattu, la vérité, par les algorithmes d'intelligence artificielle, bien entendu, hein, parce que c'est eux qui cassent tout. Et donc, nous, on est un peu gênés. Il faut qu'on y retrouve donc nos petits. On arrive à retrouver nos petits. Donc, on y va, mais attention, on est encore, un peu comme les bus, hein, on est quand même dans un monde qui est encore un monde très instable et on ira avec beaucoup donc de prudence. Les architectures robustes, là aussi, je vous disais tout à l'heure que quand on regardait l'ensemble du diagramme de ce que doit, la manière dont s'insère finalement une application dans les clients, le matériel et les bases de données, on a peut-être un besoin de robustesse qui est un besoin fondamental. C'est quoi? Ça veut dire que l'application, elle doit marcher tout le temps,
Si elle se plante, il faut qu'elle puisse redémarrer le plus vite possible, en temps réel, si possible. Vous voyez, il y a quand même deux aspects. Alors là, on va tomber dans toutes les architectures applicatives qui vont nécessiter d'implémenter donc des solutions de type load balancing, donc je répartis machin, mais surtout de type je maintiens le service, quel que soit l'événement qui va se produire. Donc en dupliquant la plupart donc, des éléments applicatifs, mais même matériels, à commencer par les alimentations. Bon, ce sont des architectures robustes. On peut également dire, je veux empêcher toute forme de pénétration. Alors, la technologie des proxys peut nous aider à ça, mais on va avoir besoin maintenant d'architectures applicatives beaucoup plus sophistiquées qui vont permettre quand même de s'opposer et d'empêcher toute forme de pénétration. Vous voyez? Bon, ça aussi, c'est une nécessité. Ah, vous me direz, c'est les architectures qu'on a un petit peu évoquées jusqu'à maintenant, certaines traitent ça tout à fait correctement. Je ne dis pas que ce sont des domaines qui sont disjoints, j'ai pas dit ça, hein, mais simplement ce sont des préoccupations qui à un moment donné peuvent être prégnantes, on va dire des préoccupations qui deviennent fondamentales. Et alors là, il faut y aller avec, encore une fois, donc beaucoup donc, de prudence et ne pas nécessairement donc écouter ce que va dire votre prestataire préféré. Et alors, l'architecture qui vient d'en haut. Alors, l'architecture qui vient d'en haut, c'est celle qui vient du patron. Alors ça, parce que j'ai connu, hein, attendez, je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Hein. Mon patron est invité par le fournisseur, on ne donnerait pas son nom, mais si vous le voyez, il est en bas là. Il est invité donc à Ibiza. Alors c'est le patron, c'est le président ou le directeur général. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne voit vraiment pas la différence qu'il y a entre un pamplemousse et un ordinateur. Et donc, mais ils sont partis pour une semaine, hein, donc à Ibiza. Alors c'est 5 jours, et il y a 1 heure de présentation donc de solutions absolument extraordinaires. Monsieur ou madame le client, vous devez absolument aller vers ça. Et si votre patron, président dit oui, mais j'ai un directeur, j'ai un responsable de TI et j'ai un chef de projet qui n'est pas tout à fait d'accord, à ce moment-là, le prestataire dit bon, mais ça, je m'en occupe. Parce que ça s'est passé comme ça. Vous ne l'avez pas connu, mais il fut un temps, et là c'était chez IBM, où il y avait ce qu'on appelait la policy. La policy, c'était l'ensemble des règles, des méthodes qu'il fallait respecter pour pouvoir avoir un client, transformer un prospect en client, ou bien faire en sorte que le client reste votre client. Alors, c'était chez IBM, mais c'est pas IBM qui l'avait inventé, c'était pas Thomas Watson d'IBM. C'était NCR. Alors ça me remonte très loin, hein, donc dans les années 30, hein, 40. Et donc NCR, le patron d'NCR, qui s'appelait Patterson, avait donc écrit ce qu'on a appelé une policy, c'est-à-dire les méthodes plus ou moins avouables, hein, mais plutôt moins d'ailleurs que plus, pour garder donc ses clients, qui allaient jusqu'à promettre le chef de projet dont on a pu dire à un moment donné, oui, mais vous comprenez, il est un petit peu dépassé maintenant, il a un peu vieilli, donc évidemment, il ne voit pas très bien ce qui se passe. On susurre finalement une manière, on va dire, de discréditer donc le chef de projet. Eh bien, ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que c'est vrai. Alors, bien sûr, IBM, maintenant, c'est plus comme ça. Je ne dis pas que ce sont des pratiques partout. Mais quand je regarde les pratiques qui sont celles des GAFAM, voire dans d'autres contextes. Regardez la bataille qu'il y a actuellement entre OpenAI et Anthropic, hein, avec sur fond de guerre donc en Iran. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement changé de monde, hein, et qu'on retrouve un petit peu les mêmes réflexes qu'il y avait dans le passé. Hein. Bon, voilà. Donc, ça arrive souvent. L'architecture applicative, ben, c'est le président qui a décidé que ça serait comme ça. Bon, à ce moment-là, nous, on n'a plus qu'à se taire et donc à payer les pots cassés pendant des années, parce que ça coûte très cher. Alors vous me direz,
pour ce qui était d'IBM. Et IBM avait la chance de pouvoir s'appuyer sur des offres qui étaient remarquables, avec un service qui était parfait. Et on disait d'ailleurs à l'époque que ça coûte 5 fois plus cher, mais au moins ça marche. Alors c'est vrai que le président, le directeur général, il n'avait pas tellement envie de s'embarquer dans des voies que lui préconisait son directeur de TI ou son chef de projet qui était un peu plus farfelu. Vous voyez, mais c'est vrai, c'était comme ça. Alors maintenant, peut-être ça. C'est plus le cas, mais évidemment avec IBM, mais par contre, je crois que c'est encore le cas avec les GAFAM, et l'histoire d'Anthropic et d'OpenAI me paraît très significative. Et puis finalement, puisqu'on arrive au bout de notre présentation, une architecture, on peut choisir une architecture, le critère c'est une architecture qui marche. Ah oui, on l'a oublié ça. Une architecture qui fonctionne. Euh, et c'est donc des architectures très simples, monolithiques. Alors, pas de, vous me direz, c'est pas toujours faisable, hein, mais avec un bloc fonctionnel qui est traité avec un seul bloc, une application donc monolithique. Je vous disais que l'avantage maintenant, c'est qu'on peut se servir de réseaux à très large bande, extrêmement performants et qui sont disponibles à peu près partout. Hein. L'inconvénient, c'est que ça fait pas moderne. Si vous dites j'ai développé une application monolithique, alors, sans préciser en COBOL, hein, on peut aussi développer ça avec un langage un peu plus moderne, vous ne suscitez pas l'admiration des foules. Non, on peut dire les choses comme ça. Donc on a plutôt tendance de faire plus compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Ça fait, en tout cas, c'est pas tendance. Et ça ne met pas en valeur le génie, on va dire, du chef de projet. Alors c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas sans défaut, faut le reconnaître. Alors, euh, en général, ce sont des applications d'ailleurs qui sont assez robustes, hein, qui tiennent la route, voilà, qui dépendent beaucoup moins, enfin un peu, mais beaucoup moins de l'air du temps. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que ce que j'ai dit ici en bas, ça me paraît un peu résumé tout. Hein, c'est combien de catastrophes ont été liées à la transcription de bonnes vieilles applications monolithiques sous forme de SOA ou de microservices sur les conseils donc de consultants ou de fournisseurs, mais qui n'ont pas à payer la facture. Hein, c'est ça. Il faut dire, la réalité, donc, elle est bien là. Voilà. Alors vous me direz que je suis un petit peu iconoclaste dans ma manière de présenter donc les choses. Voilà, donc nous arrivons au bout de notre présentation. J'espère que je ne vous ai pas choqué, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages donc, pour me le dire. Hein. Voici donc les prochains webinaires que nous allons animer. Je vous invite particulièrement à celui sur les bases et arbres de connaissances, arbres de la connaissance, hein, que nous allons donc présenter donc très bientôt. Bon, voilà donc j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Hein. C'est un sujet qui n'est pas très souvent présenté. Hein. On n'ose pas trop. Le chef de projet, il a un rôle quand même, un rôle euh, très fort, hein, et un rôle très fort. On n'ose pas trop le contredire. Hein. Parce que c'est vrai que c'est lui qui détient quand même un petit peu la vérité. Et les directeurs de TI ont des difficultés avec eux. Parce que d'abord, le directeur de TI ne peut pas tout connaître. Il ne peut pas connaître tous les langages, toutes les API, ça, c'est pas possible. Hein. Donc, quand il n'a pas participé physiquement à la réalisation d'une application fondée sur une architecture, eh bien, il est un petit peu en culotte courte devant son chef de projet. Et donc, il a des relations qui sont des relations dont parfois peut profiter le chef de projet, hein, pour imposer donc ses vues. Voilà. Bon, vous me direz, mais il paraît aussi qu'on va plus développer d'applications demain et que l'intelligence artificielle va tout remplacer, mais ça, on en reparlera évidemment par la suite, je ne suis pas du tout convaincu. Merci infiniment pour votre attention et j'espère donc vous retrouver prochainement pour le webinaire numéro, cette fois-ci, 132. Merci.